Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast qui relève du document. Je suis Ludie Maroud et je suis en présence d'Alexandre Ruffier. Bonjour. Ça faisait stylé un peu. Bah ouais, on fait ça, allez. Ok. T'en as réussi à faire une intro à peu près clean. Aujourd'hui Oui, il faut savoir quoi dire après ça. Bah aujourd'hui, Kaizen, Oui, aujourd'hui Kaizen, on a décidé le chef-d'œuvre d'Inoxtag. le chef-d'œuvre, l'unique chef-d'œuvre, Non. vu qu'il n'y a pas d'autres films. Je peux le dire. Ouais, mais en termes de vidéo YouTube, voilà, C'est vrai, c'est son chef-d'œuvre. l'aboutissement du youtubeur Inoxtag, que je ne connaissais pas avant Kaizen d'ailleurs. Moi, j'avais déjà entendu parler. Bah oui, tu savais ce que c'était. On a décidé de parler de ce film un peu étrange pour plusieurs raisons. Et peut-être que tu vas nous l'introduire, Alexandre. Oui, introduisons rapidement. Hyper rapide, s'il te plaît. Allez, là, aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre. On a un gros morceau à faire. Donc, petite introduction que j'ai écrite. Au départ, Kaizen ne m'intéressait pas. J'avais suivi de loin l'annonce de la part du youtubeur Inoxtag de vouloir en un an grimper l'Everest. Amateur de montagne et de films sur le sujet, je rejoignais un peu facilement les critiques qui ne voyaient dans ce projet qu'une façon d'empirer le surtourisme et la pollution de l'Everest. Et où déjà, chaque année, des personnes meurent car il faut désormais faire la queue, plusieurs heures parfois, pour en atteindre le sommet. Mais à sa diffusion, on ne put l'ignorer. Une sortie internationale dans les salles de cinéma pendant quelques jours, une couverture médiatique gigantesque, des dizaines de vidéos et d'articles qui en parlent, en bien ou en mal, et au final plus de 36 millions de vues en quelques mois. Aucun documentaire dans l'histoire du cinéma français n'a eu une telle couverture. Même Être et avoir, plus gros succès documentaire français derrière La Marche de l'Empereur et ses 5 millions d'entrées, n'a pas connu un tel coup de projecteur. Quoi qu'on pense du film, Kaizen est un événement pour le cinéma documentaire. L'avenir nous dira s'il n'était qu'un symptôme ou le début d'une révolution, mais déjà, il nous semblait important de nous y intéresser sérieusement. Merci pour cette belle intro. Et c'est vrai qu'au début, tu étais un peu réticent. Moi, je me rappelle, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et toi, tu étais je ne veux pas voir ce film. Et ce qu'on peut mentionner, c'est ce qui nous a quand même motivés à le faire, c'est de voir le traitement dans les critiques, en fait, qui n'ont jamais abordé ou très peu les aspects esthétiques ou cinématographiques du film. Oui, c'est important de préciser comment on entre dans un film. C'est vrai que toi, tu m'en as parlé, il était diffusé dans le cinéma à côté de chez nous, et tu savais que j'aimais les films de montagne. Tu m'as dit, allez, viens, c'est dimanche, on va regarder un film de montagne. Et je t'ai dit, non, moi, j'ai pas envie de le voir, celui-là, ça m'intéresse pas. Et effectivement, j'avais un a priori plutôt négatif. Je pense que toi aussi, au final, quand on l'a commencé, en disant, ouais, on le regarde pour pas l'aimer, en fait, au final. Ce qui, au final, est plus ou moins arrivé. On n'a pas spécialement aimé le film. Mais oui, comme tu le dis, on a vu les critiques qui arrivaient derrière. On s'est dit, en fait, on parle pas bien du film. Il y a un vrai problème sur comment on aborde le film, et notamment les questions esthétiques. Oui, ce qui fait du coup une petite pirouette, parce qu'au final, on va peut-être arriver aux mêmes conclusions que les gens, mais juste, on va pas passer par les mêmes chemins. C'est ça, et on voulait pas faire un podcast tout de suite, la semaine de sa sortie, ou en tout cas surfer sur la vague avec tous les autres. On s'est dit que ça servait à rien, parce que de toute façon, il y aurait suffisamment de contenu à ce moment-là, et surtout, ça nous permettait de prendre un peu de recul. On a pu lire les articles, que ce soit ceux de Frustration, toi t'as lu Le Monde, Mediapart, Libération. On a pu voir des vidéos YouTube, de youtubeurs spécialisés cinéma, mais aussi de Dany Heraz. T'as regardé Mike Horn tout à l'heure. Mike Horn qui a réagi, effectivement. L'aventurier, pour les gens qui ne connaîtraient pas Mike Horn. Donc c'était aussi l'occasion, en fait, de faire un petit bilan critique de ce qui avait été produit autour du film, et nous de réagir, et plus particulièrement de recentrer la critique sur une critique esthétique, sur une vraie critique du film, et pas sur des trucs un peu parallèles ou périphériques qui touchent rarement au but. Dont on va un peu parler, mais avant d'aborder vraiment le cœur de ces critiques et du film, on a dit qu'on avait hésité, ou on avait mentionné le fait d'aller le voir en salle. On n'aurait probablement pas pu, parce que premièrement, le film est sorti qu'un seul jour en salle, et qu'ensuite, en 2 France... jours, je crois. 2 jours au Québec, un jour en France ? Je sais plus. En tout cas, il est sorti très très peu longtemps en salle avant d'être directement mis sur YouTube. Et en fait, les projections ont été très rapidement sold out. Et ça fait partie de ce buzz dont tu as parlé. C'est que le marketing du film a été vraiment énorme. Beaucoup de gens ont dit que c'était un coup de génie, un marketing inédit. On pourrait peut-être un petit peu d'abord en discuter de qu'est-ce qui a entouré la sortie de Kaizen. Vas-y. Tu me laisses en parler. Ouais. Très bien. Alors, je vais... déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui a été fait par un YouTuber.
plutôt quand même un des youtubeurs les plus connus en France. Donc, ce qui garantissait déjà un certain public. Beaucoup de gens allaient voir ce film parce qu'ils regardaient déjà les vlogs d'Inoxtag. D'autres gens comme nous, par exemple, bah, moi, j'en avais jamais vu, où j'étais un peu curieux de voir ce qui se passait, sont venus se rajouter. Mais j'avoue que moi, ça a un peu aussi joué, le fait que c'était un youtubeur. Je me suis un peu demandé bah, qu'est-ce qui se passait dans ce film-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a cette idée du coup de marketing où Inoxtag a quitté les réseaux sociaux pendant qu'il faisait le film, je crois. À un moment donné, il a dit voilà, je vais me concentrer sur mon projet parce qu'il avait annoncé son projet qui est Kaizen. Je ne sais pas si on l'a vraiment expliqué dans le résumé, mais son projet c'était donc de gravir l'Everest En un an. en un an, de se donner les moyens de le faire alors qu'il n'était pas du tout alpiniste. Même Et pas du tout sportif, pas du a tout priori. sportif, effectivement, de ce qu'on voit. Et donc, il a quitté les réseaux sociaux au bout d'un moment en disant je reviendrai quand j'aurai fini. Ce qui a créé toute une vague de questionnements. Où était passé Inoxtag? Et finalement, il est revenu pour annoncer la sortie du film. Donc, ça aussi était un coup de marketing. Si on se met dans un état d'esprit de marketeur, c'était plutôt bien pensé. Oui, et ce qui, je pense, fait partie de pourquoi le film a eu un tel succès, c'est qu'il d'un coup, il y a une espèce de reconnaissance de la bourgeoisie institutionnelle pour aller vite, c'est-à-dire les médias traditionnels, que ça soit France Inter, Click, qui est passé sur Canal+, ou ce genre de choses, qui d'un coup ont vu, ah, mais il se passe quelque chose sur Internet, ce petit gars-là, il réussit un truc, et le film a été distribué par MK2, par exemple, la boîte de distribution de Martin Karmit, qui est quand même une très grosse boîte de distribution française, donc il y avait vraiment... euh, on va dire l'institution, en tout cas, l'intelligentsia, on va dire, pour utiliser des termes techniques, qui s'est emparé de cette histoire et qui lui a donné une certaine respectabilité, en interviewant notamment pendant 1 ou 2 semaines Inoxtag en boucle. Oui, ce qui est intéressant, c'est que on a parlé du marketing, mais qu'il a été, c'est pas que pour, même si ça a beaucoup joué pour le nombre de vues phénoménal et le bruit qu'a fait le film. Là, aujourd'hui, j'ai été voir sur YouTube, il est à 36 millions de vues, le film, mais aussi pour, comment dire ça, Dany et Raz, qui sont deux youtubeurs, disaient pour les valeurs un peu boomer que véhicule le film, c'est-à-dire que Inoxtag, dans le film, fait tout un discours sur le fait que maintenant, il faut arrêter d'être sur les écrans, qu'il faut regarder autre part sortir, et ce qui fait que ça a été beaucoup apprécié par tous les adultes qui ont à peu près ce même discours sur les jeunes qui sont sur les écrans. Il a notamment été interviewé par Léa Salamé sur France Culture, qui est ravie de ce discours-là. Ça permet peut-être de faire un petit parallèle et de commencer du coup à réfléchir aux critiques morales qu'il y a eu sur le film, parce que du coup, toutes les critiques qu'on a lues parlaient plutôt des idées véhiculées par le film, que ce soit celle que je viens de mentionner par rapport à cette idée de sortir des écrans, mais aussi tout un discours par rapport à l'écologie. Donc on pourrait peut-être un peu commencer par aborder ça. Ça a commencé dès l'annonce du projet, donc il y a plus d'1 an maintenant, où Inoxtag a sorti une vidéo sur YouTube pour annoncer qu'il allait grimper l'Everest. Et déjà à l'époque, il y a eu une levée de bouclier en disant mais en fait l'Everest c'est déjà hyper pollué, c'est déjà un gros problème écologique là-bas, donc on l'a dit, il y a des gens qui meurent parce qu'il y a trop de monde qui veulent monter l'Everest, ils laissent leurs déchets, ils laissent leurs bouteilles d'oxygène, donc il y a des vrais enjeux écologiques là-bas, et on lui a dit mais en fait tu donnes de la visibilité à ça, tu participes à ça, et donc là d'un coup levée de bouclier contre lui, c'est pas bien ce que tu fais, il y a des alpinistes qui s'embarquent, il y a des écologistes qui s'embarquent, et là une espèce de panique morale autour de ce projet-là. Et cette polémique-là a été ravivée à la sortie du film, où finalement on a ressorti les mêmes arguments en disant que on avait peur que le film soit ça, soit une espèce de soit un véhicule promotionnel en fait au fait d'escalader l'Everest, et puis finalement le film critique un peu l'écologie, critique un peu tout ça, mais il participe quand même à tout ça, et on a eu d'autres levées de boucliers en disant maintenant en plus ton discours c'est d'inciter les jeunes à sortir dehors, donc maintenant tu vas inciter les jeunes à aller faire l'Everest. C'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le film. Ce qu'il dit, voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est qu'il encourage les jeunes à trouver leur propre Everest, c'est-à-dire en gros à trouver leur objectif et à mettre tout en place pour l'atteindre. Et donc il y a eu beaucoup de critiques à droite comme à gauche, où que ce soit des youtubeurs politiques ou des influenceurs politiques ou cinéma, ont essayé en fait de naviguer le film. Donc on a Frustration avec l'article de Nicolas Framont qui est plutôt essaye de dire en fait le film véhicule plutôt des valeurs de gauche,
On a Dany Raz qui sont un peu dans un entre-deux. Il y en a qui ont dit non, mais c'est juste un film de gros boomer, bourgeois, qui fait son petit délire de bourgeois sur l'Everest, ça sert à rien. Il y en a qui ont juste dit c'est un film de merde et puis j'en ai rien à foutre. Il y en a qui ont dit c'est pas un film, c'est un vlog. Donc on a eu une espèce comme ça d'engouement critique où tout le monde y allait un peu de son petit avis, sans forcément que ça soit toujours très pertinent. Oui, puis moi je voulais revenir, j'en ai lu pas mal des critiques et j'ai relevé quelques-uns des points principaux et je trouvais qu'avant de parler vraiment du film, c'était peut-être important de les, je sais pas si désamorcer c'est le bon mot, mais en tout cas de les remettre à leur juste place. Par exemple, bon, il y a eu d'abord beaucoup d'alpinistes, à part Mike Horn, qui était ravi de la vidéo d'Inoxtag, mais notamment Pascal Tourner, qui est un alpiniste français et photographe de montagne, qui ont critiqué Inoxtag en disant que ce qu'il avait fait, la principale critique, c'est que c'était présenté comme un exploit, alors que pour eux, ça ne l'était pas, puisque maintenant, aujourd'hui, à peu près n'importe qui, on va mettre des guillemets parce que n'importe qui a 50 000 euros peut le faire. En plus, maintenant, tout est mis en place pour qu'il y ait un maximum de sécurité. Ils ont des bouteilles d'oxygène pour monter jusqu'en haut. Il y a des cordes qui sont plantées. Donc Il y voilà. a des hélicos qui t'emmènent au camp de base les plus hauts. C'est ça. Donc des alpinistes, notamment Pascal Tourner, on dit que c'était pas un exploit, que eux l'avaient fait sans oxygène et que voilà, ça ne va que encourager cet engouement stupide dont tu as parlé. Bon, moi, quand j'entends ces critiques-là, je trouve que, bah, tu l'as dit aussi, que c'est un peu, c'est une forme d'élitisme en fait, de dire, voilà, moi je fais du vrai alpinisme et toi pas. Euh, En plus, la critique du tourisme et de l'engouement, je trouve qu'elle est plutôt mal placée parce qu'en soi, en allant sur des sommets et en prenant des photos pour les partager au public, bah, en fait, il fait un peu la même chose, Pascal Tourner, sauf que bah, peut-être qu'il fait des choses un peu plus compliquées, voire carrément plus compliquées que Inoxtag, mais enfin, il fait la même chose. Théoriquement, c'est ça qu'il fait. Mhm. Bah, en fait, c'est surtout la critique qu'on a fait. En fait, la seule critique qu'on peut faire à Inoxtag, c'est une critique morale. C'est dire effectivement, c'était peut-être pas la meilleure idée de faire ça, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui des problèmes de pollution au niveau de l'Everest, et le fait que toi tu te rajoutes à ça, bah c'est pas bien. Effectivement, voilà. On peut lui dire c'est pas bien ce que tu as fait et lui taper vite fait sur la main en disant attention, hein, c'est pas bien ce que tu as fait. Après, le reste, le fait de visibiliser, d'encourager à monter l'Everest, ça c'est une critique qui est complètement hors sol. Parce que comme on l'a dit, tu l'as dit, c'est 50 000 euros. Juste pour avoir le visa pour pouvoir monter à l'Everest, c'est 11 000 euros. Je veux dire, combien de personnes dans les viewers d'Inoxtag ont 11 000 euros? Surtout que les viewers sont très jeunes, Inoxtag, c'est quand même plutôt des gens assez jeunes. Et les personnes qui pourraient éventuellement être encouragées par Inoxtag dans ces viewers sont de toute façon des gens qui avaient quelque part l'idée de le faire et l'auraient fait peut-être un jour, et s'ils avaient juste besoin de l'impulse d'Inoxtag pour le faire, bah c'est pas la faute d'Inoxtag encore une fois. Et surtout, moi j'ai été assez surpris, à gauche surtout, je parle pas de l'article de Nicolas Framont ou d'Annie Raz qui sont plutôt des critiques assez pertinentes, ou en tout cas tout ça, mais il y a d'autres articles ou d'autres personnes plutôt qui sont beaucoup plus je trouve, inconséquents sur le sujet, parce que le problème, là-bas, c'est un problème structurel. Et donc, si on veut s'attaquer à ce problème-là, il faut le capter structurellement. Tu dis le problème du tourisme. Le problème du tourisme et de l'écologie à l'Everest, c'est pas la faute d'Inoxtag si c'est le bordel là-bas. Non, il n'a pas inventé le tourisme, Inoxtag. C'est-à-dire que ça fait 20 ans, voire plus, que des gens tirent la sonnette d'alarme sur la pollution à l'Everest, et ça fait 20 ans, j'ai trouvé un article de 2006 qui disait qu'il faudrait interdire de monter l'Everest, en 2006 déjà. Donc ça veut dire que ça fait un moment qu'on sait ce qui se passe là-bas. Mais en fait, le problème, c'est que le tourisme au Népal, c'est pas juste l'Everest. L'Everest, c'est 900 personnes par an, on a une augmentation d'année en année, mais ça représente plus de 100 000 personnes par an, et c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires total pour le pays. Donc c'est énorme. Et surtout, le tourisme a eu un effet structurel sur le Népal, qui, on le rappelle, il y a eu une guerre civile il n'y a pas encore si longtemps. En 2015, il y a eu le tremblement de terre, donc c'est un pays qui avait besoin de se restructurer économiquement. Et le tourisme a participé grandement là-dedans. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande partie du Népal, notamment dans l'Annapurna, où est l'Everest, où une grande partie des gens, des Sherpas là-bas, vivent du tourisme et ont restructuré leur économie autour du tourisme. Et ça a vraiment des impacts économiques profonds et sociaux et culturels, où une grosse partie des gens donc maintenant ont quitté par exemple les milieux plus agricoles pour se tourner vers le tourisme, ce qui a fait que maintenant le pays est vachement plus dépendant de la marchandisation du monde, doit importer beaucoup plus de nourriture. Ça crée des problèmes de déforestation parce qu'il faut bien faire de la place pour mettre les hôtels, pour mettre les restaurants, pour mettre les cafés. Ça crée des problèmes culturels parce que les Sherpas ne parlent plus leur langue, en tout cas il y a une perte
fur et à mesure des générations de la langue. Il y a un Pour problème. pouvoir parler au tourisme en anglais. Exactement, pour pouvoir parler au tourisme en anglais. Les Occidentaux qui arrivent, ils amènent un mode de vie, ils amènent de l'électronique, du matériel, des marques, ce qui fait que, je lisais un article qui disait que les Sherpas ne portent plus leurs vêtements traditionnels, maintenant ils commencent à porter les vêtements des Occidentaux. Il y a tout un engouement sur les lunettes de soleil, sur les vêtements de sport, sur tout ça. Ça crée des changements dans les valeurs aussi, parce que ça a créé la création, l'empirement en fait, de la lutte des classes là-bas, parce qu'on a eu des grands chefs, des grands hôtels avec des bourgeois, on a eu la création d'une classe moyenne beaucoup plus importante, qui a structuré en fait cette région-là selon la lutte des classes, plus proche de ce qu'on avait en Occident qu'avant là-bas. Donc, ce qui fait que quand maintenant on propose de ralentir les montées à l'Everest, de fermer l'Everest aux gens, on a une réaction sociale qui est forte là-bas, où les Sherpas ne veulent pas qu'on réduise le tourisme, parce que réduire le tourisme, ça veut dire réduire leur argent, réduire leurs revenus, voilà, et ce qui va créer des crises potentiellement économiques là-bas. Donc, encore une fois, on ne peut pas reprocher à des gens qui vivent du tourisme de ne pas vouloir réduire le tourisme. Donc, ça fait qu'on a vraiment des luttes sociales très importantes au Népal vis-à-vis de la question du tourisme. C'est pas juste le fait qu'il y ait des bourgeois qui viennent monter l'Everest. Et effectivement, Inoxtag s'inscrit là-dedans, participe à ça, mais c'est pas le responsable de ça. Donc si vous voulez vraiment critiquer l'écologie, faut plutôt inciter à parler donc de capitalisme ou à parler de questions de salaire universel ou de décrocher le salaire du travail à la tâche. Tu cites Bernard Friot, Je cite là. Bernard Friot. Mais vous êtes de gauche, parlez un peu de Bernard Friot quand vous parlez de ça, faites un peu d'analyse. Oui, en fait, aller plus loin que juste dire le tourisme, c'est mal. Il faut regarder structurellement comment ce tourisme s'organise comme tu l'as fait. Exactement. Ce qui ne dédouane pas Inoxtag de ce qu'il a fait, mais je veux dire, juste le critiquer en disant « Ah, c'est horrible ce qu'il fait on parle de rien. » Donc, moi, je pense que c'est un peu je pense que j'ai eu l'impression que c'était un peu une occasion manquée, à gauche en tout cas, de pas aborder le vrai problème structurel du tourisme là-bas. Et quand même, le film a eu ce mérite-là, c'était de visibiliser quand même la question de l'écologie. Parce que peut-être qu'on avait entendu parler des files à l'Everest, des gens qui meurent parce qu'on doit faire la queue. Il y a eu des photos qui sont sorties par un autre alpiniste qui a fait un film sur Netflix d'ailleurs sur ça. 13 x 8000 pour ceux qui veulent le voir. Mais là, on a vraiment une grosse visibilisation de cet enjeu-là, grâce à Inoxtag. Oui, parce que pour le coup, quand Inoxtag arrive sur l'Everest, à la fin du film, on voit vraiment une énorme file de gens. Ça prend des plombes d'avancée. Il reste très longtemps à des endroits, ce qui rend l'ascension beaucoup plus dangereuse que ce qu'elle le devrait l'être, parce que du coup, ils sont sur des zones qui s'appellent des séracs, qui peuvent s'effondrer. Et comme ils restent sur ces zones-là, ça devient dangereux aussi. Oui, puis pendant qu'Inoxtag monte l'Everest, il y a 2 personnes qui meurent. Ouais, c'est vrai. À cause de l'effondrement d'un sérac. Et on voit au camp de base tous les déchets qui restent. Et Inoxtag appuie bien sur le fait qu'eux, ils font pas comme ça. Eux, ils vont redescendre tous leurs déchets. Et qu'il ça serait bien que tout le monde fasse comme ça, mais que ce n'est pas le cas. Puis aussi, il y a aussi tout simplement le problème des cadavres, parce qu'il y a des cadavres là-haut qui restent et on peut pas les descendre. Et ça peut créer des problèmes sanitaires. Tout ce genre de choses. Après, il y a des discussions sur est-ce que le film est de gauche, est-ce que le film est de droite, est-ce que les valeurs d'Inoxtag sont de gauche, est-ce que les valeurs d'Inoxtag sont de droite. Mais en fait, c'est juste des valeurs humanistes. Ouais, j'allais en parler de ces valeurs-là. Je fais une petite interruption parce qu'il y a un truc que tout le monde est plus ou moins d'accord sur ça, c'est que au moins, il n'a pas fait ça sur un coup de tête bêtement. Il a quand même pris 1 an pour faire un entraînement rigoureux. Il a demandé de l'aide. Il connaissait rien à l'alpinisme et il a pris une sorte de mentor, on va dire ça. Et donc, il s'est vraiment rigoureusement entraîné. Tout ça qui vient participer à une espèce de discours qu'il va avoir à la fin de l'idée que si on met l'effort, si on y essaye, on va y arriver. Ce qui donc participe à ce que tu appellerais les valeurs humanistes d'Inoxtag. C'est ça, c'est que n'importe qui aurait été touché en voyant la pollution à l'Everest. Je veux dire, c'est une valeur universelle de voir l'environnement se dégrader, surtout l'Everest, qui est un endroit magnifique, qui est un endroit mythologique dans l'histoire de l'humanité. C'est le sommet le plus haut du monde. De le voir à ce point dévasté par l'activité humaine, n'importe qui serait touché par ça. Oui, c'est un peu le 101 de l'écologie, quoi. Ne jetez pas vos déchets, ça dégrade la nature.
Et la même chose quand ils rencontrent les Sherpas qui vivent d'être guides de montagne, d'emmener les touristes là-haut et qui découvrent que ils ont des engelures et qu'ils perdent des doigts ou ils perdent des orteils ou des choses comme ça. Évidemment, il va être touché par ça. Mais encore une fois, qui ne serait pas touché par ce genre de choses? Par la pauvreté, par même quelqu'un qui détruit son corps pour pouvoir nourrir sa famille. Mais ça, c'est pas des valeurs. C'est ni des valeurs ni de gauche ni des valeurs de droite. C'est juste un être humain qui rencontre d'autres êtres humains et qui voit la pollution. Et shout out tout l'article de Nicolas Framont pour ça, qui a essayé justement de naviguer cet espace-là en disant, lui en ayant plutôt un angle en disant le film propose plutôt des valeurs de gauche vis-à-vis de ça. Mais là où nous, on peut apporter un petit plus à cet article, c'est qu'il ne se pose pas de questions esthétiques dans l'article, parce que oui, effectivement, on voit la pollution, il met de l'avant le travail d'équipe dans son article, que Inoxtag met beaucoup de l'avant aussi, il met de l'avant les Sherpas, etc. Mais le film, dans sa forme, est-ce que le film est un film politique ? Eh ben, on se pose cette question, posons-nous cette question. Posons-nous cette question pendant la prochaine heure. Exactement. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que donc Kaizen est-il ou non un film politique ? Bon, je pense que ça se dit un peu de soi. Kaizen n'est pas un film politique. C'est-à-dire que dans sa forme, Kaizen ne propose pas une forme qui est politique et on va essayer de le prouver, en tout cas d'en parler avec des éléments très concrets. Premièrement, effectivement, qu'est-ce qu'il aborde dans le film ? Donc dans le film, toi, on a beaucoup parlé, il parle beaucoup du dépassement de soi, de sortir de chez soi pour faire quelque chose de plus grand, s'émanciper un peu de sa condition d'être humain. Et c'est ça, beaucoup l'escalade, c'est se dépasser de soi, parce que l'escalade, t'es un endroit où ton corps n'a absolument pas besoin d'être là, ne peut pas être là, n'est pas fait pour être à cet endroit-là, mais toi tu vas le pousser à un certain point, tu vas t'entraîner, tu vas le modeler pour qu'il puisse atteindre l'objectif qui est de monter tout en haut. Donc l'escalade, moi je trouve que c'est un truc magnifique de dépassement de sa condition humaine, à un moment donné de décider que ton corps, il va te permettre de faire ça. Comme plein d'autres sports, plein d'autres trucs qui impliquent le corps. Mais je trouve que l'escalade a particulièrement ça, puis il y a l'espèce de métaphore naturelle du fait de monter en haut et d'arriver au sommet, ça parle de soi. Mais donc, dans le film, les conditions matérielles de ce dépassement de soi ne sont pas présentes. À aucun moment, on parle d'un documentaire, donc Kaizen, et à aucun moment, Inoxtag et son équipe pensent que documenter le financement de cette entreprise est utile. Les coûts. Il embauche un guide de haute montagne avec lui, on ne sait pas combien il le paye, on ne sait pas comment il trouve cet argent et tout ça. Donc ça fait partie, en fait, de ce qui aurait pu être documenté, de comment on organise ça, c'est quoi le contrat, d'où vient l'argent, comment on va financer ça. Et ça n'en fait pas partie. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit, et qui a été une des critiques aussi, c'est qu'on voit beaucoup de marques, donc on voit beaucoup de sponsoring. Déjà, cette critique, elle était aussi assez molle, parce qu'au final, l'économie YouTube, comme celle du sport, fonctionne grâce au sponsoring. Enfin, moi, je n'étais pas étonnée de voir ça, et qu'il n'est pas non plus une réflexion matérielle sur ce sponsoring. On ne sait pas quelle est la nature du contrat de sponsoring, comment ça se passe, quelle contrepartie, ça ne s'est pas montré non plus. On voit juste les placements de produits. Oui, à la fin, il fait une espèce de speech un peu de développement personnel au bord de l'eau, puis un énorme t-shirt Nike. Oui, ça a fait beaucoup parler, beaucoup rire tout le monde. Et tu le vois dans le film et tu trouves ça un peu ridicule, mais c'est pas très grave. Oui, puis on n'est pas surpris de voir ça. Non, mais c'est pas pour critiquer Inoxtag de ne pas l'avoir fait, ça. Mais en fait, c'est juste l'observer. Ce film-là ne s'intéresse pas à ses propres conditions matérielles de production. Donc, à partir de ce moment-là, nous, en tant que spectateurs, on n'a pas de recul sur les conditions matérielles qui ont permis cette ascension ou cette préparation. Ce qui fait que, d'un point de vue politique, le film ne nous donne pas de clés nécessaires pour avoir une réflexion politique sur ça. Donc déjà, ça, c'est un premier point qu'il faut dire, si on veut analyser politiquement le film. Il invisibilise totalement les conditions matérielles de sa production, et ça, c'est un geste classique du cinéma bourgeois. Je veux dire, si vous reprochez ça à Kaizen, vous le reprochez à énormément d'autres films, dont beaucoup de films que sans doute vous aimez beaucoup. Donc déjà, il y a ça qui est à dire. Ensuite, il y a tout le mythe quand même du self-made man qui est présent dedans. Toi, tu vas en parler un peu plus tard avec le principe de fictionnalisation. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dans le film, il y a cette
vision que Inoxtag arrive là-haut grâce à ses valeurs morales supérieures. Parce que c'est Inoxtag, parce qu'il a certaines capacités psychologiques ou personnelles qui lui permettent de se dépasser et d'arriver en haut. Et encore une fois, il n'y a aucune réflexion sur les conditions matérielles d'émergence de ça. Oui, parce que c'est beau d'avoir de la motivation, mais si t'as pas un sou en poche, bah tu vas pas le monter ton Everest. Hein. Exactement. Je veux dire, qu'est-ce qui lui permet pendant un an de faire que ça quasiment, parce qu'on voit qu'il fait YouTube et ça, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que même il a du matériel sur le dos, quel type de matériel il a, pourquoi il a ce matériel-là, tout ça c'est des questions qui font que au bout d'un moment, ta volonté personnelle, ta puissance psychologique, il n'y a pas que ça qui joue. Et surtout, la puissance psychologique, c'est un déterminisme en fait. Genre, effectivement, il y en a qui n'ont pas cette puissance psychologique qu'a Inès dans le film, et d'autres qui l'ont. Bon, c'est comme ça. Et aussi, peut-être avoir une réflexion sur ça, ça aurait pu être intéressant dans le film. Ça ne l'est pas. Encore une fois, c'est pas une critique, il faut juste le noter, si on veut analyser politiquement le film. Précise, tu as dit Inès, il me semble pas qu'on l'ait présenté. Inès, c'est le vrai nom d'Inoxtag qui s'appelle Inès Benazouz. L'alter ego. L'alter ego, exactement. Inoxtag, voilà. Il y a Batman et Bruce Wayne et il y a Inès. Exactement. Parfait. Mais merci de cette précision. Mais avec plaisir, je suis là pour préciser. Voilà, donc juste dire qu'il y a cette invisibilisation-là, mais il faut aussi doser dans la critique, parce que c'est vraiment un geste classique de cinéma, donc ça n'en fait pas un film politique, mais ça n'en fait pas pour autant un mauvais film, parce que ça invisibilise. On va dire que c'est pour d'autres raisons. Nous, exactement. On trouve que le film n'est pas très bon. Tout ce qu'on dit pour le moment, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Voilà. Mais il faut le noter si on veut faire une analyse politique. C'est juste ça qu'on essaye de dire. Et peut-être que c'est juste quelque chose qui n'intéresse pas Inoxtag. Parce que pour avoir conscience de ça, il faut déjà avoir soi-même une conscience politique de soi, une conscience politique de ce qu'on fait. Et visiblement, vu qu'il a fait cette ascension-là, c'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse et qu'il a envie de mettre de l'avant dans ses vidéos ou dans son film, effectivement. Et puis il est pas, tu peux me reprendre, mais il me semble qu'Inoxtag n'est pas connu pour faire du contenu qu'on pourrait qualifier de politique dans ses vidéos. Non, il est plutôt connu pour avoir tenu des propos sexistes aux Z-Events. C'est ça. D'un point de vue politique, c'est plus ça, sa ligne, on va dire. On est ravis. Il n'y a pas trop de... Bon, il n'y a pas de filles dans ce film. Donc, Non, mais après, voilà. Pas de sexisme. Il est encore très jeune et ça arrive de faire des erreurs. Bien sûr. Mais voilà, c'est pas... Oui, je sais pas s'il a fait partie des gens qui ont appelé à voter pour le NFP, par exemple, des youtubeurs qui ont... Je sais pas, ça aurait pu être quelque chose qu'on aurait pu vérifier, mais il n'en a pas fait partie, il me semble. Peut-être qu'il en a fait partie et vous nous incendierez dans les commentaires. Mais... Vu que je connaissais pas son existence pendant les législatives, je ne saurais pas. Mais donc, en fait, il y a aussi plein d'autres films d'alpinisme que nous, on aime bien et qui ne se posent absolument pas ces questions. Mais pourquoi nous, on les aime bien, c'est qu'ils vont se poser d'autres questions esthétiques, morales, philosophiques, sur la montagne, sur qu'est-ce que c'est faire de la montagne, sur le rapport à la mort, le rapport à l'effort, ce genre de choses qui, là non plus, n'est pas présent dans le film. Et ça, moi, je pense que ça, c'est vraiment le problème principal du film, c'est que l'angle esthétique du film, quand on va le voir, est assez pauvre et se résume plus ou moins à une seule idée qu'on va explorer un petit peu une fois que j'aurai fini de faire le tour de cette question du politique. Et par exemple, un point que met de l'avant Nicolas Framont, c'est que le film met de l'avant le côté collectif. Il a un entraîneur qu'il a embauché, il y a les Sherpas qui l'accompagnent. Quand il arrive au sommet, tout de suite, il pense à eux. Il fait tout de suite un discours pour dire on y arrive tout seul, mais c'est pas vrai. On arrive, on est entouré. Il monte son équipe de YouTube. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui lui a été reproché, alors que pour le coup, dans le film, il essaye quand même s'il est très omniprésent, il essaie quand même constamment de dire qu'il n'était pas tout seul pour le faire. Exactement. Et ça, c'est tout à mettre à son crédit d'avoir fait ça. Mais d'un point de vue esthétique, le film n'est pas pensé pour filmer le collectif. Le film est pensé pour filmer Inoxtag avec d'autres gens à côté de lui. On n'est pas chez Eisenstein. C'est pas le cuirassé Potemkin. Oui, c'est pas filmer des foules sans aucune individualisation. Exactement, où le gros plan sert à filmer les méchants et les plans larges servent à filmer les gentils. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans une recherche esthétique du collectif, de montrer la puissance du collectif. On n'est pas chez Peter Watkins ou je ne sais quoi. Donc, d'un côté, il y a effectivement, encore une fois, cette valeur humaniste, cette valeur morale de dire, cette honnêteté en fait, tout simplement, cette honnêteté intellectuelle et morale de dire, effectivement, je n'ai pas fait ça tout seul et je ne suis pas le seul responsable de mon ascension, mais en termes esthétiques, c'est pas présent. Donc encore une fois, d'un point de vue politique,
le film ne travaille pas le collectif. Et il travaille, encore une fois, l'individu, le self-made man, et tout ça. En tout cas, je pense qu'il le reconduit sans vraiment réfléchir ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on filme, on va filmer comme ça. Et je pense que c'est ça, véritablement, qui a perdu les gens, ou en tout cas, qui a fait que beaucoup de critiques se sont retrouvés à être superficielles sur le film. Parce qu'en fait, d'un côté, on a ouvertement un film qui prodigue des valeurs tout à fait humanistes, tout à fait universelles, effectivement d'amour de la nature, d'écologie, du D'amour collectif, de soi. d'amour de soi, de ce dépassement de soi, d'émancipation de ses conditions. Je veux dire, qui sont des valeurs qui sont partagées par à peu près tout le monde. Il faut vraiment être un sacré cynique pour ne pas dire ça, ou être Marine Le Pen, j'en sais rien. Mais de l'autre côté, on a une forme qui est très autoritaire, qui est très hégémonique, qui ne porte pas, en fait, ces valeurs-là. Donc on a d'un côté des valeurs qui sont exprimées à laquelle on se raccroche, et de l'autre côté, on voit bien que formellement, il y a un truc qui coince, quoi, qu'on a un film qui est plus ou moins la gloire d'Inoxtag, mais dans les propos qui est énoncé, c'est pas vraiment ça qui est dit. Donc on a une espèce de dichotomie entre les deux, qui est que si on s'intéresse pas vraiment aux questions esthétiques, c'est-à-dire à comment le film est mis en scène, est mis en forme, est monté, filmé, on n'arrive pas à naviguer cet espace-là. Et on se retrouve dans une espèce d'entre-deux à dire bah oui, le film il n'est pas vraiment de droite, mais en même temps, bon, il est un peu de gauche, mais bon, pas vraiment. Ce qui n'est pas forcément le plus intéressant, je trouve, à dire sur le film. Sinon, si on part avec cette grille de lecture-là, Miss France, c'est une émission antimilitariste. Hein, parce que alors, le nombre d'appels à la paix lors d'une émission de Miss France, c'est monstrueux. Hein. Mais alors, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui tiendront ce genre de propos. Moi, je veux bien essayer de les tenir. Ok. Prochain épisode. Prochain épisode Miss France. Allez, let's go. Je pense que j'ai jamais regardé Miss France. Ou une fois quand j'avais genre 6 ans. Mais donc, peut-être que du coup, on peut un peu plus se pencher sur cette proposition esthétique. C'était intéressant, tu parles de ces critiques qui du coup restent en surface. Moi, je pense qu'il y a eu aussi, tu peux me dire si tu es d'accord ou pas avec moi, mais peut-être une sorte d'incompréhension des critiques ou de surprise des critiques devant une forme pour les gens qui ne regardent que du cinéma et pas forcément des vidéos YouTube. Ils n'avaient pas l'habitude de voir. Parce qu'en fait, un des grands débats ou une des grosses questions qui s'est posée en regardant le film, c'est est-ce que c'est un mauvais film, mais un très bon vlog. Donc, est-ce que c'est un film ou un vlog de 2 heures? Est-ce que tu veux reprendre sur ça ou est-ce que tu veux... Ah oui, je voulais juste voir si t'allais enchaîner ou pas. Je peux enchaîner. Ouais. Et bon, ce qui est intéressant, est-ce qu'on peut régler cette question? Je pense qu'on peut essayer d'avoir quelques clés de réponse à cette question. D'abord par le mode de production et de diffusion du film, qui a été plutôt un mode de production du cinéma. Il a été diffusé en salle, même si ensuite il a été mis sur YouTube, donc il serait plutôt dans l'idée qu'il s'agit d'un film et que donc l'aspect vlog serait plutôt un choix esthétique dans le film. Oui, je pense que formuler la question comme ça, est-ce que c'est un film ou un vlog, moi je pense que c'est prendre une bonne question par un mauvais bout. C'est-à-dire que d'un côté, ce qu'on a entendu, c'est de dire ceux qui disaient c'est pas un film, c'est un vlog. Donc ça n'a rien à faire au cinéma. Il y a une espèce de mépris de base qui est de dire mais en fait, le fait de considérer Kaizen comme un film, c'est comme si on allait salir le cinéma. Comme si on allait le rabaisser à un niveau qui est vraiment en dessous de la terre. Alors je pense que le cinéma n'a pas besoin de Kaizen pour être rabaissé parfois, parce que c'est vraiment pas le pire film que j'ai vu cette année, notamment des vrais films institutionnels estampillés cinéma. Tu penses à un film en particulier? Je pense à plusieurs films en particulier. Je sens de substance venir. Non, quand même pas, mais à peu près. Et de l'autre, en plus, le vlog, c'est vraiment le parent pauvre de YouTube. C'est vraiment la forme la plus décriée. Mais il faut, comme tu le dis, il faut le prendre en compte que le vlog, c'est issu d'un mode de production, qui est le mode de production YouTube, qui est complètement noyauté par le principe du parasocial, donc c'est-à-dire le principe de créer une certaine proximité avec son public. Et donc l'adresse directe et le vlog et tout ça, c'est un moyen qui est très efficace pour ça. Et il ne faut pas oublier que c'est un moyen qui est inspiré de quoi? Du documentaire. La télé-réalité, et la télé-réalité qui s'inspire elle-même du documentaire. Donc dire que le vlog c'est pas voilà, c'est ça. Donc dire que le vlog c'est pas du cinéma, le vlog c'est quand même une forme de documentaire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est autre chose. Mais déjà il y a ça. Et comme tu l'as dit, Kaizen c'est pas un mode de production YouTube.
c'est C'est trop gros pour être un mode de c'est trop production gros. Mais YouTube. surtout, c'est un mode de production documentaire. C'est un film qui a plus de budget que beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires qui sortent à l'année. Je veux dire, il y a une très petite partie de documentaires qui atteignent le grand public et qui atteignent même les salles de cinéma ou la télévision. Mais il y a toute une autre partie de l'industrie documentaire, et qui est la majeure partie, qui a des budgets mais infinitésimales par rapport à celui-là. Oui, puis là, il a été projeté au Grand Rex à Paris quand même. Enfin, c'est Exactement. pas rien. Oui, ça, il y a une boîte de distribution derrière. On parle d'un budget d'environ 2 millions d'euros. Donc, c'est un système de production qui se rapproche du cinéma. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a d'un côté un système de production qui se rapproche plutôt du documentaire et une forme qui, elle, se rapproche effectivement du vlog et qui reprend les grandes eaux de ce qu'on retrouve dans le vlog sur YouTube. Donc, comme tu le dis, il faut prendre ce choix esthétique du vlog comme un choix esthétique et comme un film qui a décidé volontairement de reprendre cette forme du vlog pour l'appliquer à un film de 2h30. Ensuite, il faut évaluer si c'était un bon choix et pourquoi ce choix a été fait et qu'est-ce que ça crée dans le film et qu'est-ce que ça crée de positif ou de négatif. Et même avant ça, qu'est-ce que c'est cette forme de vlog aussi? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne regardent pas des vlogs. Moi, j'en ai pas beaucoup regardé. Du coup, c'était aussi un peu une leçon sur ce que c'était finalement de voir ce film. Mais il n'y a pas vraiment de forme, il n'y a pas de code du vlog, mais basiquement, c'est un montage très rapide, c'est beaucoup de mise en scène de soi, et c'est une adresse constante au public où on a constamment conscience qu'il y a un public à laquelle on parle à travers. Donc, il n'y a pas vraiment de quatrième mur dans le vlog, en tout cas, on le brise sans cesse. Moi, je l'ai résumé dans l'ego trip et le flux, si jamais. Je ne sais pas si tu trouves que c'est un bon résumé. Ça marche très bien. Et oui, et ça me permet de dire une chose, c'est qu'en fait, les caractéristiques esthétiques essentielles du vlog, donc c'est-à-dire le surmontage, briser le quatrième mur, les nappes de musique, le rythme, tout ça, bah, c'est des trucs qu'on retrouve à peu près partout ailleurs. Je veux dire, vous regardez une série Netflix, c'est la même chose. C'est ça. Et donc, oui, ce que je voulais rajouter peut-être avant, c'est qu'en fait, toutes ces personnes qui disent c'est un vlog, donc c'est pas du cinéma parce que ça a été pensé pour YouTube. Est-ce que vous pensez que Netflix, quand il produit une série, il pense pas à la diffuser sur Netflix? Donc ça veut dire que là, si vous dites ça, vous tranchez la question, Netflix n'est pas du cinéma. C'est qu'à partir du moment où quelque chose... C'est un gros débat quand même. C'est ça. Même le Festival de Cannes n'a pas résolu. Hein. Voilà, mais là, vous la tranchez immédiatement parce que si ça veut dire plateforme égale n'est pas égal cinéma, pas de cinéma, donc c'est tout. Mais alors, il faut aller plus loin. Parce que lorsque TF1 produit un film, M6 ou Canal+ produit un film, vous pensez qu'il n'a pas du tout la télé derrière en tête et qu'il va se dire « Oh, quand je vais produire ce film de telle personne, bah, faut aussi que je pense un peu à le moment où je vais le diffuser à la télé ». Donc là, ça complique quand même vachement un peu la question. Ça veut dire que tous les films qui sont produits par une chaîne de télé, il faudrait aussi remettre en cause leur statut de film. C'est des téléfilms, en fait. Donc en fait, trancher cette question, c'est pas du tout la bonne façon de faire. Puis ça n'apporte rien à l'analyse esthétique. Ça n'apporte rien. Et je veux dire, oui, c'est une impasse. Bon, bah, vlog, pas cinéma. Bon, bah, t'as jeté la question sous le tapis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah voilà. Kaizen, c'est pas du cinéma, c'est un vlog. Bah, Kaizen existe quand même. Des gens vont quand même le regarder, puis on va essayer d'y réfléchir. Et puis il y en a qui l'ont apprécié, et puis il y en a qui l'ont pas apprécié. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est vrai. Voilà, c'était juste pour... C'était ton petit coup de colère à cette question. Non, mais voilà, au bout d'un moment, il faut parler, si on parle de cinéma, il faut parler de cinéma et d'une question esthétique, en fait. Eh ben, parlons de cinéma et de questions esthétiques, et peut-être que je peux entrer avec ma petite analyse de la structure narrative du film. Parce que esthétique du vlog, oui, mais cette esthétique, elle est quand même étalée sur beaucoup plus long qu'une durée d'un vlog qui durait environ 30 minutes, je pense, à peu près. Là, c'est quand même 2 heures. Donc, il a fallu bien apposer une structure. Je ne sais pas s'il a fallu, mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Et ce qu'on remarque dans le film, c'est qu'il se passe des choses narrativement. Et je vais essayer un petit peu de les regarder, et puis on va en discuter. Donc, ce qui se passe, tu l'as un peu évoqué avec cette idée du self-made man dans le film, c'est qu'on va avoir la construction d'une sorte de héros. C'est-à-dire que la structure narrative va se rapporter à une structure bien connue qui a été théorisée en premier par Joseph Campbell, qui s'appelle Le voyage du héros, dans son livre qui s'appelle Le héros aux 1000 visages. Au 1001 visages. Oh, excuse-moi, au 1001 visages. Si tu oublies un visage, après ah oui, alors là, je pense que Campbell va venir m'engueuler en anglais. Donc,
Cette structure, ce voyage, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a eu diverses réappropriations depuis Campbell, donc pas tout le monde se mettait d'accord sur le nombre d'étapes qui composent ce voyage. Le nombre de visages. Non, surtout sur les étapes. Campbell en a dit 17. Christopher Vogler qui l'a récupéré pour le transformer en une espèce de manifeste hollywoodien que les studios se sont réappropriés. Il disait qu'il y avait plutôt 12 étapes, mais tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a 3 actes qui structure ce voyage, l'appel à la quête, le voyage même qui va transformer le héros et enfin le dernier acte où le héros va revenir changer et transformer dans son monde ordinaire. Cette structure-là, c'est vraiment la recette du blockbuster hollywoodien, mais à peu près partout aujourd'hui vu que ça a été pas mal récupéré dans le cinéma. C'est vraiment la forme narrative, la forme du mythe et la forme de la pop culture. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette structure, ce voyage du héros qui aujourd'hui existe dans vraiment beaucoup de films, Star Wars exemplairement, mais la plupart des films Disney, les films Marvel, enfin tout ce que vous voulez, ça n'est pas la seule structure narrative. Pourtant, c'est ce qu'a essayé de faire croire Joseph Campbell. Une des pierres angulaires de sa théorie, c'est qu'il s'agit d'un monomythe, c'est-à-dire de l'unique mythe qui existerait dans toute l'humanité et dont chaque population aurait peut-être un fragment, mais qui viendrait former ce mythe universel. C'est pas l'inverse, plutôt qu'il a essayé d'analyser et essayé de créer une tangente entre tous les mythes en disant qu'au final, tous les mythes avaient la même forme. C'est pas... Ça vient plutôt de ça à la base, non? Moi, de ce que j'ai lu, c'est vraiment qu'il a dit qu'en fait, il y avait un seul mythe et que chaque population avait comme cette partie fragmentaire du mythe. Ce qui revient un peu à ce que tu dis, mais oui, voilà. ça, mais c'est pas lui qui a voulu imposer une vision. Au final, c'est ce qu'il a fait, mais d'imposer un monomythe, en fait, tout est mythe, d'analyser de tous les mythes, il essaie de trouver les points communs entre chaque mythe. Oui, mais ce qui a du coup en fait que sa théorie est devenue la théorie qu'il existe un monomythe. C'est ça, mais... Oui. Enfin, c'est le détail. Peu importe. Ouais, on parle de... Voilà, on parle ou on parle pas, quoi. Donc, peu importe, voilà. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un mythe unique dans notre inconscient collectif partout, ce qui est assez vite désamorçable. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas qu'un seul mythe. Plein de cultures ont plein de façons de raconter des histoires qui sont totalement différentes, ne serait-ce que parce que parfois, on ne met pas l'humain au centre de l'histoire, par exemple. Et si on ne met pas d'humain, il n'y a pas nécessairement un héros. Oui, mais c'est pas forcément le même mythe. L'idée d'Hollywood a toujours été d'essayer de créer une forme qui peut être dupliquée ad vitam aeternam et faire du pognon à chaque fois. Et donc l'idée du monomythe, c'était si en fait on peut dupliquer nos scénarios à l'infini, on va pouvoir faire plein de films et que les gens iront tout le temps voir. Et il y avait aussi cette idée qui est encore très présente à Hollywood, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il faut que les histoires se ressemblent un peu tout le temps. Il faut qu'il y ait une certaine structure qui se ressemble, il faut qu'il y ait certains archétypes dans les films pour pas que le spectateur soit perdu. Parce que si on lui fait vraiment des histoires qui ont des structures totalement éclatées ou qui ne ressemblent pas à ce qu'il rencontre d'habitude au cinéma, il va être perdu, il va pas aimer ça. Et il faut savoir que cette idée-là, elle vient de Freud à la base, dans l'idée que en fait, c'est rassurant de ne pas être perdu et de se reconnaître dans les histoires. Ce qui a été démontré ensuite, c'est que c'est plutôt aliénant. Ce qui fait qu'on ne va pas se poser de questions, on va se laisser happer par une structure qui ne nous donne pas la possibilité de réfléchir, puisqu'on l'a tellement intégrée qu'on la connaît par cœur. Mais ce qui est important, c'est que Hollywood, eux, ce qu'ils veulent, c'est le profit. Donc si on leur dit, en fait, si tu refais tout le temps la même histoire, c'est là où tu vas pouvoir faire de l'argent, eux, ils réfléchissent pas. Oui. Ils y vont. Je réfléchissais plus à cet aspect de pourquoi aussi ça a été grandement implanté dans Hollywood. Ce qu'on peut regarder vite fait à Hollywood, qui est aussi intéressant, c'est que ce voyage, il contient 17 étapes pour Campbell, et que Hollywood s'est surtout centré sur les premières étapes, c'est-à-dire sur les étapes qui vont se centrer sur le héros, sur l'appel à la quête et le fait de partir en aventure. Parce qu'en fait, dans la fin du voyage du héros, c'est beaucoup plus une réflexion sur le changement du monde qui va presque dans une forme de destruction vers une renaissance, donc quelque chose qui est beaucoup moins centré sur l'humain. Marxiste, quoi. Absolument, hyper marxiste, Campbell. Je sais pas, je m'en rappelle plus, je l'ai lu il y a longtemps. Mais en tout cas, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que c'est pas ça qu'on voit dans les films. Ce qu'on voit, c'est qu'on s'est résoudre les contradictions du monde. Avec une forme narrative. Dialectique. Mais c'est pas ça dans Hollywood. C'est ce que fait Inox Tag. C'est pour ça que c'est un film de gauche. Laisse-moi terminer ma théorie avant de faire tes envolées marxistes, Alexandre. Donc, Hollywood s'est centré sur le héros. A choisi d'utiliser ce mythe non pas comme une forme d'explication ou de réflexion sur le monde, mais comme la formation d'un individu. Le mythe ou les histoires à Hollywood, ça sert à nous apprendre à nous transformer nous-mêmes. C'est ça l'utilisation du voyage du héros à Hollywood. Merci. Mais alors donc,
Pourquoi donc est-ce intéressant dans le cas de Kaizen d'Inoxtag? Parce qu'il me semble que Inoxtag, il est français, il ne travaille pas à Hollywood. C'est vrai ce que tu dis là. Bon, déjà, avant de dire ça, il faut dire qu'il y a une intertextualité très présente dans Kaizen, qui est celle avec les mangas, le shonen plus Dans particulièrement. les shoguns. Les shoguns, comme a dit Léa Salamé. Les sushis, elle était pas loin. C'est Oh là. pas moi, c'est elle et Oh Dany là. Erras qui l'ont dit. En tout cas, il faut savoir que cette intertextualité avec les mangas, elle n'est pas anodine parce qu'en fait, toute la pop culture japonaise a été vraiment influencée par la pop culture hollywoodienne. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, notamment entre Disney et les animés. Et les animés ont complètement intégré aussi cette structure-là du voyage du héros. Donc, on n'est pas si loin non plus quand Inoxtag s'inspire de mangas. En fait, il s'inspire aussi d'Hollywood sans nécessairement le savoir. Oui, puis les mangas reprennent pas mal d'histoires du voyage du héros aussi dans leur structure, et ils s'inspirent surtout d'un manga qui est One Piece. Il envoie le chapeau, il a le chapeau sur son sac quand il escalade, et puis il a été très expansif sur le sujet en entrevue, que c'était cette histoire-là qui l'avait motivé presque à faire l'Everest. Et qu'est-ce que c'est One Piece? C'est un voyage du héros classique, mais là où c'est intéressant pour nous, c'est que One Piece, c'est un voyage du héros avec des compatriotes. Oui, mais ça, je vais y venir après. Ah bah vas-y, viens-y après, continue. Oui, donc, et l'intégration, en fait, et l'inspiration de One Piece et du manga, c'est quoi? C'est cette idée que Inoxtag est dans son monde ordinaire et que son monde ordinaire ne lui convient pas et qu'il va donc vouloir s'élever, se transformer, changer avec un voyage qui va être donc l'objectif de gravir l'Everest. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle level up, d'ailleurs, je crois, dans les animés. Parce que c'est exactement ça, parce qu'il il a sa baignoire pleine de fringues, ça l'énerve, alors il se dit bon bah je vais aller monter l'Everest et puis après j'aurai plus de baignoire pleine de fringues. C'est à peu près ça, c'est un peu simplifié mais c'est à peu près Tu me ça. coupes un peu les mots, j'allais reparler de... Donc on a ce monde ordinaire effectivement où il dort dans la salle de bain de ses parents et donc où il décide qu'il en a marre. Déjà on va s'arrêter là avant de continuer sur le voyage du héros parce qu'on va revenir d'abord sur cette notion de monde ordinaire. Donc le voyage du héros, c'est ce monde dans lequel évolue d'abord le héros et dans lequel il ne se sent pas bien, il se sent inconfortable, en désaccord avec ce monde et il va devoir en sortir pour pouvoir y revenir, mais de manière transformée, ce qui fait que le monde ne lui paraîtra plus si ordinaire que ça. Luke dans Star Wars, Neo dans Matrix. Harry Potter dans Harry Potter. Oh, putain, c'est bien fait ça. Ouais, elle a Ça bien fait deux pensé. fois qu'on parle d'Harry Potter. Ouais. quand même. Faudrait trouver des meilleurs exemples. Moi, j'en ai trouvera. trouvé deux juste avant, t'as voulu le rajouter. C'est ta faute. T'es terf, voilà. Je lui dis et quand c'est. C'est rapide les conclusions dans ce podcast. Bon, je vais emprunter une petite citation à Richard Memetto, qui est un essayiste qui a écrit notamment sur le voyage du héros. Il dit « Croire à l'ordinaire est déjà en soi un postulat, comme croire à la normalité, mais croire en plus que le héros a réellement appartenu à cet ordinaire est une hypocrisie. Dès le début, serait-on tenté de dire Bruce Wayne était Batman, car Batman est un héros trop extraordinaire pour avoir été seulement défini par les circonstances accidentelles mais probables d'un enfant assistant au meurtre de ses parents. » Donc, Toi, tu lis les bouquins, toi. Ouais, je lis des Ouais. bouquins. Bon, c'est un article. Ce qui est intéressant, c'est que donc l'ordinaire dans le voyage du héros, en fait, ne sert qu'à montrer à quel point le héros était prédestiné à ne pas être dans cet ordinaire, à être plus grand que ça. Pour aller plus loin encore, on pourrait même se dire qu'en fait, ce héros, il n'est pas si extraordinaire que ça parce qu'il n'appartient pas à l'ordinaire, qu'il n'a jamais appartenu à l'ordinaire, puisqu'il appartient à un autre monde que l'ordinaire. Ce qui est intéressant dans le cas d'Inoxtag, c'est que il y a, comme tu l'as dit, un avatar, une double personnalité. Il y a Inoxtag, le personnage de vlog, et il y a Inès, le personnage réel. Et moi, j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, Inès appartient peut-être à l'ordinaire, mais que Inoxtag, tel qu'il est présenté dans le film et dans ses vlogs, n'a jamais appartenu au même monde que nous. Il n'a jamais appartenu à l'ordinaire. Comme tu l'as dit très bien d'ailleurs, on ne le voit jamais soumis à aucun des problèmes que nous, personnes qui venons de l'ordinaire, on pourrait subir. On ne le voit pas avoir des problèmes d'argent, de visa, on le voit juste avoir ce début un peu inconfortable où il a ses habits dans une baignoire. Il y a quand même tout ce moment où il est très fatigué à cause de YouTube, qui revient de la Madame Plan, je crois, et qu'il n'arrive pas à... Il y a un truc un peu comme ça, il est soumis à la dépression, mais encore une fois, en fait, c'est des trucs psychologique, morale, c'est pas des trucs matériels. Oui, c'est ça. Et même qu'on pourrait très facilement venir, comme c'est monté, rassembler dans la structure du voyage du héros, dans ce qu'on appelle la crise.
Donc voilà, donc c'était déjà un petit peu pour revenir à cette question de monde ordinaire qui est critiquée en elle-même dans le voyage du héros et qui montre bien ce qu'essaye de faire le film narrativement, c'est-à-dire nous montrer le voyage d'Inoxtag et peut-être pas d'Inès. Ça me permet aussi de revenir à une petite question qui est celle de l'identification. Tu as parlé de Nicolas Framont, lui notamment, il a mentionné que le succès du documentaire va reposer sur l'identification possible avec Inès. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que je ne pense pas qu'on puisse s'identifier à... Déjà, on ne voit pas Inès, on voit Inoxtag dans le documentaire, pour moi, et je pense qu'on peut pas s'identifier à lui parce qu'en fait, il ne fait pas partie de notre monde. Et si on essaie de s'identifier, on ira vers un échec, parce que c'est totalement inatteignable ce qui se passe pour Inoxtag. Donc ça, c'était pour un peu regarder cette toute première étape. Ensuite, on va plutôt avoir un défilement classique des étapes du voyage du héros. On va avoir un mentor qui va être trouvé par Inoxtag, une personne qui va l'aider à apprendre les clés de l'alpiniste, qui s'appelle Matisse. Et on va commencer l'entraînement d'Inoxtag. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, dans le voyage du héros, le mentor est censé manquer de quelque chose, ce qui fait qu'il n'est plus capable de faire le voyage. C'est généralement quelqu'un de plus âgé, qui a plus la même force que le héros, comme Obi-Wan par exemple dans les Star Wars. C'est ce qu'il a un peu, parce qu'il explique, pas au début, mais à la fin, il explique que lui, la haute montagne, c'est pas son truc. Il monte dans les Alpes, mais la très haute montagne comme l'Everest, c'est pas son truc. Tu me voles absolument les mots. Je coupe un peu l'herbe sous le mais pied. c'est bien parce que tu vois, ça montre à quel point mon truc est bien pensé, ça te fait Exactement. réfléchir là où je veux que tu réfléchisses. Et donc Manipulation. à la fin, on découvre qu'en fait, c'est ça. Et son problème à lui, c'était ça. Et Inès, en l'embauchant, en fait, lui a permis d'atteindre cet objectif-là, qu'il aurait sans doute jamais fait sans Inoxtag, c'est qu'il dit à la fin. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ce que je veux dire. Au début, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ok, là, on tord peut-être un peu le voyage du héros. On va avoir une forme de mentor qui n'est pas totalement un mentor. Mais en fait, on revient totalement sur ce chemin-là. À cette étape qui est une étape assez décisive sur laquelle je vais aussi m'arrêter. Mais même à la fin, il y a le Sherpa avec lequel il devient pote. Oui. Lui, il a pas réussi à monter l'Everest la dernière fois, où il y a une histoire un peu comme ça. Et ça va lui permettre de monter l'Everest. l'Everest. C'est Inès qui lui permet de monter l'Everest. Et à un moment, il y a tout un truc où en fait ce mec-là est malade. Donc potentiellement, il va encore une nouvelle fois pas pouvoir monter. Mais Inès insiste pour qu'on attende le plus possible pour qu'il monte avec eux. Oui, absolument. Mais du coup, avant de venir sur l'Everest, je veux venir à une étape avant l'Everest, qui pour moi est décisive dans le film comme dans le schéma du voyage du héros, qui est l'étape de l'Amas d'Ablam. Ou l'Amas d'Ablam, je ne sais pas comment ça se dit. Blam, je crois. L'Amas d'Ablam, c'est une montagne, la dernière montagne que Inoxtag va faire avant de monter l'Everest, qui est un peu la montagne Tess, qui est une montagne très très belle, mais aussi très très dure. Pas la plus dure, je crois que c'est la montagne K2, la plus dure à monter. Mais l'Amas d'Ablam est considérée quand même relativement difficile. Puis elle est à côté, elle est dans la Napurna aussi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, cette ascension va être compliquée par plein de choses, notamment, ils vont avoir quasiment tous le Covid avant de monter. Donc, ils vont se dire, est-ce qu'on va monter ou pas ? Ils vont commencer à monter, ils vont être extrêmement fatigués. Ils vont tous hésiter à abandonner jusqu'à ce que Inoxtag, dans un sursaut merveilleux de motivation, pousse tout le monde à terminer la montagne, même son mentor qui était un de ceux qui voulait vraiment redescendre parce qu'il n'avait plus la force. Et finalement, donc, il va comme dépasser son maître, les faire tous monter et tout le monde à la fin va le remercier de les avoir tirés vers l'avant. Bon, cette étape-là... Pas Thierry Henry. Ah waouh. C'est bien que tu te mettes aux blagues. Il faut essayer dans la vie. Donc, l'Amas d'Ablam, pourquoi c'est un point déterminant du dispositif ? Déjà parce que dans cette ascension, c'est comme si le degré fictionnel allait prendre le pas au détriment du réel. Je vais m'expliquer. Il y a un véritable danger à l'idée de continuer cette ascension. Ils sont fatigués, ils ont eu le Covid. Une des premières choses que, en tout cas, est dite dans tous les films d'alpinisme qu'on a vus, c'est que l'humain n'est pas plus grand que la montagne et que donc il ne faut pas aller au-delà de ses forces. Il faut faire attention. Ça arrive de ne pas faire des ascensions parce que justement, il n'y a pas le climat parce que le corps ne peut pas tenir. En fait, une des premières choses à faire, c'est écouter le corps. Oui, c'est ce qu'on voit dans Meru, notamment. Film de Jimmy Chin, où ils escaladent la montagne et ils n'y arrivent pas. Et à la fin, ils redescendent. Eh ben, j'ai pas vu ce film, mais je te crois sur parole. Donc voilà, donc, non, mais c'est un truc qui est très important Oui. en alpinisme. On voit aussi dans le Sommet des Dieux. Il y a plein de passages sur cette question-là, parce qu'ils montent une fois l'Everest et ils n'y arrivent pas à y redescendre. Oui, c'est ça, c'est vrai, je m'en rappelle. C'est un peu ce qui semble être un peu la règle
la première règle en alpinisme, c'est de ne pas forcer quand c'est pas le moment. C'est pas mourir, quoi, la première Pas règle, mourir. quand même. Il se trouve que là, malgré que toutes les conditions ne soient pas là pour monter, Inoxtag encourage quand même dans un mouvement qu'on pourrait vraiment qualifier de héroïque. Il faut continuer pour l'aventure. Et d'ailleurs, une des choses qu'on retient dans le voyage du héros, c'est que le héros ne revient jamais en arrière dans le voyage. Après, à crédit, on va dire, d'Inoxtag, on ne sait pas ce qui s'est passé véritablement à ce moment-là. On ne connaît pas la totalité des discussions qui ont eu lieu à ce moment-là, comment ils ont évalué leur état finalement, qu'est-ce qui s'est passé. Ce qu'on critique, c'est la forme, en fait, dedans, qui va venir justement dire que parfois, il faut ignorer ses limites. Oui, moi, ce que je regarde là, c'est un montage qui a créé une narration. Et cette narration, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre Inoxtag comme un héros qui va pousser les gens à continuer cette étape. Mais là où moi, j'appuierais quand même, c'est que d'un côté, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne sais pas à quel point c'était sécuritaire ce qu'ils ont fait pour de vrai à ce moment-là. Mais de l'autre côté, moi, je trouve ça extrêmement dangereux et là, pour le coup, très problématique dans le film, ce passage-là, parce qu'effectivement, il contourne une règle essentielle de l'alpinisme qui a entraîné la mort d'autres personnes sous couvert, comme tu le dis, de fictionnalisation et de création d'un narratif. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, avec ce qu'on voit, toujours, je remets des pincettes, on a l'impression que du coup, le réel va être plié dans cette narration fictionnelle, qu'il faut venir continuer ce voyage, donc malgré les dangers, réels ou pas, extrêmement graves ou pas, on n'en sait pas le degré, mais en tout cas, ils ont continué à faire cette ascension. Et à la fin, Mathis dit merci d'avoir forcé parce que sans toi, j'y serais pas arrivé. Exact. Donc moi, je trouvais déjà ça intéressant. Deuxième chose que je trouve intéressante par rapport à cette étape, c'est que théoriquement, le film pourrait s'arrêter là. Parce que le voyage pourrait être fini. On a fait toutes les étapes. Le héros a dépassé son mentor. Il a fait preuve d'une force morale qui lui a permis d'accomplir l'inaccomplissable. Il est monté tout en haut de cette montagne. Donc en fait, on a eu un beau moment en haut de la montagne où il a eu un moment de réalisation avec soi-même, de ce qu'il avait fait, de fierté. Le voilà transformé. Où il pleure d'ailleurs. Il pleure. Et ça, c'est un des points positifs du film, c'est qu'à plusieurs reprises dans le film, il pleure. On adore voir les gens pleurer. C'est hyper positif. Je veux dire, dans un monde, pour le coup, pour les spectateurs d'Inoxtag, qui sont quand même une partie des gens qui sont aussi soumis à des discours virilistes sur Internet, c'est cool, en fait, d'avoir accès à cette vulnérabilité d'un être humain qui a beau faire un truc physiquement exceptionnel, qu'on pourrait trouver comme viril et masculin, mais non, il pleure parce que on pleure, c'est tout simplement. Absolument. Les êtres humains pleurent quand ils sont heureux. Oui, et il pleure, et c'est d'ailleurs un moment plutôt doux, plutôt joli de voir malgré les dangers et l'énervement du fait qu'il a continué, on est quand même content. Il a l'air vraiment extrêmement sincère dans cette arrivée. Ils sont tout seuls sur la montagne, c'est magnifique. Donc on se dit, là, c'est parfait. C'est beau, ça se termine bien, sauf que non, on n'est pas sur l'Everest, pas de bol, c'était pas ça qui était annoncé, c'était pas la destination du voyage. Donc en fait, on va reprendre l'acte 3 du voyage, c'est-à-dire le moment où il va être transformé pour monter l'Everest, du coup, pour que ça se reproduise. Sauf que l'Everest, en vrai, malheureusement, ça s'avère bien moins intéressant à regarder que la Madablan. Ça ne veut pas dire que c'est pas plus difficile. D'ailleurs, les conditions ont l'air quand même difficiles, comme on l'a dit, avec cette file de gens qui sont sur des séracs. Mais dans les faits, regarder pendant 30 minutes des gens en file qui bougent presque pas, c'est pas très impressionnant. Tu peux mettre les musiques épiques que tu veux, ça reste pas très impressionnant. Ils le disent d'ailleurs que c'est plus facile que la Madablam, qui se sentent moins fatigués, qu'ils y arrivent beaucoup mieux, qu'ils le disent. Ils sont presque, il y a pas de la déception, mais parce que je pense pas qu'ils sont à ce point-là. Mais il y a quand même ce truc de la montagne d'avant était plus satisfaisante à monter et était plus difficile. Oui, d'ailleurs, Inoxtag, même dans les interviews, dit qu'il a préféré monter la Madablan. Mais en tous les cas, nous, en tant que spectateurs, quand on regarde l'ascension de l'Everest, c'est quand même vachement moins intéressant. C'est intéressant pour d'autres raisons, comme parce qu'on prend vraiment la mesure du surtourisme et des déchets. Mais si on était à fond avec ce voyage du héros, quand on voit ça, on fait qu'est-ce que c'est que cette conclusion ? Ça n'est pas du tout épique. Même si on met Woodkid, Run Boy Run, ça ne rend pas ça plus épique. Et d'ailleurs, l'arrivée au sommet, on peut noter aussi qu'elle paraît vachement moins naturelle, beaucoup plus mise en scène que celle de la Madablam. On a de nouveau un petit discours d'Inoxtag. Je crois qu'il pleure un petit peu moins, ou il pleure, mais en tout cas, ça... Il pleure vraiment, Inès. Non, mais dans le sens où...
Il y a un truc qui fait vachement plus mise en scène que l'arrivée d'avant. Ouais, non, mais il y a un truc un peu bizarre en plus quand il arrive, il pense tout de suite à ses viewers et tout. Oui, il fait un énorme discours alors qu'il l'a pas fait sur l'homme à Dablam. Il y a un discours un peu étrange quand il arrive pour le coup. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça montre vraiment que ce qui intéressait Inoxtag dans ce documentaire, c'était beaucoup plus de raconter une histoire d'une ascension littérale mais aussi métaphorique, plutôt que de documenter cet effort qu'il allait faire pour essayer d'être un alpiniste. Parce qu'il aurait pu, c'est un choix qu'il n'a pas fait, il aurait pu décider, après la Madablam, de dire en fait c'est bon, en fait j'ai vécu cette ascension que j'avais envie, je pense que je vivrais pas mieux. Même s'il avait monté l'Everest après, il aurait pu faire ce choix en montage, de dire non mais c'est beaucoup moins intéressant, on va rester sur ça. Mais c'est pas ça qu'il a fait. On le note quand même que c'est pas ça qu'il a fait. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on disait, oui, mais c'est un vlog, c'est pas un film, et tout ça, choix esthétique. Bah là, on a quand même un choix esthétique qui est très clair, qui est choisi par Inoxtag, c'est de fictionnaliser son ascension. C'est-à-dire que son premier geste en tant que documentariste, parce que il fait un documentaire, il est documentariste, c'est comme ça, je ne sais pas. Donc son premier geste en tant que documentariste, c'est de fictionnaliser et d'insérer un parcours réel dans une structure fictionnelle et de la faire fonctionner comme ça. Donc ce qui est quand même un geste vis-à-vis du réel qui est quand même, moi je trouve, très questionnable et qui est pour moi un geste complètement qui n'aurait pas dû être fait pour le coup. Dont on avait un petit peu parlé d'ailleurs, mais de manière différente, dans Fire of Love, dans l'idée d'assembler la vie des deux volcanologues pour en créer une histoire, pour que tout ait un sens et mène à cette trajectoire. Là c'est sur une durée beaucoup plus courte, mais c'est un peu ça l'idée aussi. Oui, c'est l'idée. Après, pour Fire of Love, c'était un peu différent. C'était que, en fait, l'idée de reconstruire une cohérence à la fin d'une vie. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont arrivés à un point dans leur vie, parce que dans Fire of Love, les deux volcanologues sont décédés à la fin. Et on va dire, ils arrivent là, à ce moment-là. Comment on fait que ça soit cohérent? Et on va sélectionner dans la vie des gens des trucs pour essayer de former un parcours, alors que normalement, la vie d'une personne, c'est beaucoup plus chaotique et c'est fait de hasard et de trucs comme ça. Mais effectivement, c'est un peu la même chose. Il y a un peu cette dans l'idée histoire. d'arranger le réel pour créer en fait une histoire cohérente. Mais là où c'est différent, c'est que c'est son propre film. C'est lui qui décide lui-même de se fictionnaliser pour filmer ça. Et en fait, ce problème de fictionnalisation, ça crée effectivement le problème de la Madablam, où quand ils sont à l'arrêt et qu'ils hésitent à redescendre, la fictionnalisation fait que ce moment-là, on le perçoit pas de façon documentaire, on le perçoit en tant que pivot narratif. Et comment on va pouvoir le mettre en scène pour que ça soit un pivot narratif qui ensuite, après, augmente la puissance émotionnelle quand on arrive en haut. Et un autre problème, c'est comme tu dis, quand on se rend compte que littéralement le réel est que l'Everest c'est moins impressionnant que la montagne qu'on a fait d'avant, on peut pas. Parce qu'on est dans une forme narrative avec un objectif qui est très clair, qu'on a annoncé avant, c'est l'Everest. Donc on est obligé d'arriver à l'Everest. Alors que le documentaire, d'un certain sens, normalement, c'est de se soumettre en quelque sorte au réel. C'est d'avoir un rapport au réel qui normalement se met un peu en dessous. C'est-à-dire qu'on va avoir le réel devant nous, qu'on va essayer de capter, au lieu de faire rentrer le réel dans ce que nous, on a décidé de faire. C'est possible de le faire. Ça a pu donner des grands films à certains moments, mais là, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas notamment parce que la forme dans laquelle on essaye de mettre le réel est une forme extrêmement utilisée, surutilisée, qui est extrêmement archétypale et cliché. Et en fait, la manière dont c'est arrangé, d'ailleurs dans une suite de plans qui sont très rarement des scènes, c'est tellement rapide et tellement superflu qu'on arrive à apporter aucune profondeur à une histoire qu'on a tous déjà vue une 50aine de fois. Et ça, exactement, et ça rejoint en fait cette forme du vlog. Sur laquelle on va pouvoir être un peu plus précis maintenant. J'avais juste une petite anecdote rigolote parce que Inoxtag a beau essayer d'avoir plié le réel dans sa fiction, le réel lui a quand même joué un petit tour. Il le dit d'ailleurs lui-même, l'affiche promotionnelle qu'il a fait quand il a commencé à dire qu'il allait monter l'Everest, il n'a pas mis l'Everest dessus, il s'en est pas rendu compte, mais il a mis la Madablam. Donc voilà, le réel a fait non, mais regarde, c'est ça que tu vas préférer quand même. Et il est dit dans le film. Il le dit, on lui laisse ça, au moins il a eu cette transparence-là. Mais ce qui rejoint en fait, c'est ce problème du vlog, de l'esthétique du vlog, sur lequel on va pouvoir revenir, être un peu plus précis, parce qu'on est passé très vite tout à l'heure dessus.
Et j'aimerais remercier un internaute qui s'appelle Eussoudor sur Sens Critique, qui nous a donné la phrase parfaite qui résume absolument le film et qu'on va C'est vrai que tu utiliser. m'as dit au moins 50 fois. Et qui est très vrai, qui dit que Inoxtag, il ne se filme pas parce qu'il fait l'Everest, il fait l'Everest parce qu'il se filme. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'impulsion de base de Inoxtag est une impulsion, comme tu l'as dit, qui est fictionnelle. Qui est maintenant, je vais me mettre en scène pour faire l'Everest. Alors, peut-être qu'à l'intérieur de lui, il y a effectivement d'autres pulsions. Mais nous, dans le film, c'est pas ça qu'on voit. C'est comme tu l'as dit, c'est le voyage du héros. Donc, dès le début, il se met dans ce rôle de héros qui a un parcours à parcourir. Il est élu, il est appelé à faire ce voyage-là. Donc, déjà, il y a un rapport au réel qui est un peu biaisé dès le début. Et la deuxième chose, c'est qu'il se met effectivement dans un truc de vlog. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas un film sur Inès, on a un film sur Inoxtag, le personnage. Pourquoi on a ça ? Il y a certes cette histoire de fictionnalisation, mais il y a aussi une chose qui est très concrète et qui est liée à l'esthétique, c'est que le vlog, c'est une esthétique que moi j'appelle totale ou une esthétique qui est performatrice. C'est-à-dire que le vlog, c'est une esthétique qui est moteur du réel. Comme l'a dit Eussoudor, il ne se filme pas parce qu'il fait l'Everest, il fait l'Everest parce qu'il se filme. C'est-à-dire qu'au moment, c'est parce qu'à un moment, il produit un vlog qu'il va monter l'Everest. Et ça, c'est vrai ici dans un cas un peu extrême qui est Kaizen, mais dans les vlogs, c'est ça. Et surtout dans les vlogs d'Inoxtag, il est connu pour faire ça, pour essayer de se mettre dans des situations puis de les filmer. Exactement, mais ça, c'est le propre du vlog en fait. Aujourd'hui, la forme aujourd'hui du vlog, c'est ça, c'est créer une situation fictive qui est vivre 3 jours dans la forêt, manger bleu pendant une journée, une invasion zombie. Manger bleu. Oui, il y a plein de trucs comme ça. Manger vert pendant une journée, il y a tu iras voir sur YouTube, tout un univers qui s'ouvre à toi. Ouais, c'est sûr. Que ça soit la course de l'offre de Formule 2, je crois qu'ils ont fait avec Squeezie et tout ça, qui est de créer une situation pour le vlog. Mais en fait, il y a un mélange complet des deux, il y a une fusion complète des deux où l'action devient la nécessité de filmer et la nécessité de filmer appelle à l'action. Donc vraiment, il y a ces deux choses qui s'imbriquent l'une dans l'autre dans la forme vlog. De dire que pourquoi il y a ça ? C'est parce que le vlog, c'est une fragmentation du réel. C'est-à-dire que vous verrez dans Kaizen, où vous l'avez déjà vu, il y a quasiment pas plutôt de plans fixes et longs. Il n'y a que des plans fixes ou en mouvement court, parce qu'il y a un choix constant de petits éléments du réel qui vont constituer la personnalité d'Inoxtag en tant que personnage. Ouais, moi, je l'ai même appelé le mythe Inoxtag. Le mythe Inoxtag, c'est exactement où il va sélectionner en fait ces petits bouts pour créer ce mythe-là. Et donc on a Inès qui, à certains moments, incarne Inoxtag. Moi, je pense que dans sa vie de tous les jours, Inès et Inoxtag ont également fusionné entre eux, mais on a en lui les deux. Il y a toujours un petit peu des deux, même si les deux s'inter-influencent. Et ce qui permettrait, en fait, au plan long, ce serait de permettre de voir le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire Inès qui devient Inoxtag, puis qui redevient Inès. Ou en tout cas, qui joue avec cette double identité en étant un peu plus lui-même et des fois un peu plus en mise en scène. Ça me fait penser d'ailleurs à un film qu'on a vu il n'y a pas longtemps, toi et moi, qui est Striptease Intégral, dans lequel on voit donc Striptease Intégral, qui est le film qui reprend l'émission Striptease belge. Et dans ce sketch, on voit deux influenceuses qui sont filmées à la caméra. Et il y a un moment où on en voit une lever son téléphone, commencer à se filmer. Ça marche pas. Alors elle perd un petit peu son personnage d'influenceuse et hop, elle se remet dedans. C'est même plus précis que ça. C'est plus précis que ça, il faut le décrire précisément. Vas-y, décris précisément. On est dans une scène de marketing. Sois meilleur que moi. On est dans une scène de marketing où elle est employée pour faire la pub d'appartement. Et il y a un mec qui fait un discours en disant ah, mais tu verras, elle est très classe, cette personne, tu verras, elle présente bien, elle parle bien. Elle signe le contrat, machin, et la personne qui vend les appartements demande, en tout cas, on comprend que c'est dans le contrat, l'influenceuse va faire une vidéo pour dire j'ai signé un contrat, maintenant je vais être l'égérie de cette marque d'appartement. Et donc elle commence à lever son téléphone. Là, Snapchat plante. Et là, elle fait oh putain, ça marche pas. Et vraiment. Alors jusqu'avant, elle a été vendue comme une influenceuse qui parlait très bien. C'est ça. Il y a un excès de vulgarité comme ça. Et puis après, elle reprend. Et là, elle reprend un autre niveau de langage et elle fait sa vidéo. Et donc le fait d'avoir tout ça en un seul plan. Ouais, c'est ça, parce que tout ça est capté dans un seul plan, un plan long. On a le passage de l'un à l'autre, on voit en fait ces petits moments où cette personne se met en scène et revient à l'autre. Et je pense que
quand elle revient à soi, elle est plus réellement soi, à tel point, je pense qu'elle est tout le temps en mise en scène, et c'est ce qu'on voit très bien dans le striptease, c'est qu'elles sont tout le temps en représentation, les deux influenceuses. Mais on voit qu'elles sont en représentation. On a C'est la ça, on voit possibilité ce de passage-là. saisir cette représentation. Exactement. Et en fait, Kaizen, en nous refusant les plans longs, en les coupant tout le temps, en ne sélectionnant que les petits bouts où Inès est Inoxtag, Inès n'existe pas. C'est un peu un raccourci parce qu'effectivement, Inès existe à plusieurs moments dans le film, notamment quand il est malade, notamment quand il est chiant sur Il y a l'Everest. des plans où il est chiant Il sur est l'Everest. chiant parce qu'il veut absolument attendre ou je sais pas, il veut y aller à un moment. Non, il faut veut. être précis, Alexandre. Vas-y, sois précis. Ce qu'il veut, c'est qu'il ne veut pas être pris dans une file de gens trop longue, mais il veut quand même pas qu'il y ait du vent parce qu'il veut absolument voir toute la vue, donc il veut aussi qu'il fasse beau. Faut pas qu'il y ait de brouillard, faut pas qu'il y ait de C'est ça. vent, il faut pas qu'il y ait Ils sont tous des jours différents dans la semaine. C'est ça. Et on lui dit, tu vas tout avoir. Donc, et dans ce moment-là, effectivement, la Inès revient un petit peu, mais c'est très rare dans le film. Et moi, je pense que c'est dommage. Je pense que c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu, je pense, pour le coup, avoir un très grand film sur qu'est-ce que c'est être un influenceur, de se lancer un tel défi et d'avoir ce passage de l'un à l'autre. Cette tension, finalement, cet écart entre le soi et le soi avatar ou en représentation. Après, on est toujours en représentation, mais en représentation vlog, en représentation autre. C'est ça, et il aurait fallu vraiment quelqu'un, je pense, d'extérieur à Inoxtag qui aurait été capable, en fait, de capter ça. Et ça existait dans l'histoire du cinéma. Je pense, par exemple, au film Burden of Dreams, qui est un documentaire sur la réalisation du film de Werner Herzog, Fitzcarraldo, où c'est quelqu'un qui filme Werner Herzog qui est complètement dans une folie, dans une fuite en avant, mais le film est capable de capter, en fait, ce truc-là, mais parce qu'il est extérieur au truc, mais il est quand même embarqué dans la même histoire qu'Herzog. Donc il y a un peu des deux, et on voit cette espèce d'aller-retour entre ce mec qui essaye de filmer son pote, mais qui est embarqué dans la même histoire, qui se rend bien compte que son pote est fou, mais il y a cet aller-retour qui fait que c'est pas forcément un très grand film, mais c'est quand même un très bon film. Moi, c'est un film que j'aime bien. Et là, ce qu'on n'a pas du tout dans Kaizen, et ce que moi je trouve pour le coup vraiment dommage. Donc ce que tu réalises finalement, c'est que Inoxtag, c'est pas Werner Herzog. Non, c'est pas Werner Herzog, c'est qui c'est qui a réalisé Burden of Dreams, c'est son pote. Tu me poses une colle, merci. On sait pas tout, c'est comme ça. Mais en fait, ce qui fait que donc il y a déjà ce problème-là, c'est qu'Inès n'existe quasiment pas dans le film, n'existe pas. Il y a une scène que les gens ont beaucoup reconnue, ce qui leur a été d'ailleurs reproché par certains youtubeurs, c'est la scène du caca. Ouais, j'allais la mentionner. J'allais dire, il y a quand même un moment qui est un petit peu plus long que les autres, faut le noter. C'est quand même un plan fixe, je crois d'ailleurs aussi. Oui, c'est une discussion où il y a un Québécois qui arrive et qui explique qu'il a pourri les chiottes du camp de base. Et parce qu'il était malade, et déjà c'est drôle, déjà de base, moi ça me fait marrer. Mais en plus, pourquoi les gens la retiennent autant? Je pense que c'est parce que c'est la seule scène en plan fixe et long qu'on a, où pour le coup, on arrive à vivre pendant. C'est pas long, hein, c'est 1 ou 2 minutes. Hein, je parle pas d'un plan fixe de 5 minutes. Ouais, on n'est pas dans Ghost Story où Rooney Mara mange une tarte pendant 15 minutes. Alors, on n'est pas chez Michel Franco, attention. Hein. Mais là, on vit un vrai événement de la vie de tous les jours avec Inoxtag sur le camp de base où tout le monde rigole à son rythme, tout le monde réagit à son rythme, où effectivement là on voit peut-être le passage de l'un à l'autre, on le voit beaucoup plus naturel, puis des fois peut-être en représentation, et ça fait du bien, en fait, ça fait du bien, et là on voit quelque chose. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, je sais pas si tu l'as remarqué, mais que Mathis, il filme dans ce plan aussi. Il a pris son téléphone et il est en train de capter. Oui, parce que c'est une histoire, je pense, drôle qu'il voulait aussi capter. Donc il y a aussi effectivement cette documentation qui est un geste qu'aujourd'hui, nous, on a adopté. Là, pour le coup, on a un vrai moment documentaire où les moments drôles, on veut les filmer sur nos téléphones maintenant. Et on le voit. Donc on a une scène au milieu d'un documentaire. C'est peut-être la seule scène purement documentaire qu'on a du film. Et on se dit, en fait, peut-être que ce film dont je parle, il existe dans les rushs d'Inoxtag. Il aurait juste fallu quelqu'un pour le monter et qui joue beaucoup plus avec cette forme vlog, qui arrive à en sortir, à rentrer dedans peut-être, en fait avoir une vraie ligne esthétique vis-à-vis d'Inoxtag et de comment capter ce monstre, on pourrait dire, en tout cas cette créature qu'est Inoxtag, qui est tout à fait singulière et intéressante, parce que ce qu'on peut dire, c'est que moi je trouve que c'est quand même quelqu'un de relativement sympathique dans le film. C'est quelqu'un qui a une certaine naïveté, qui a une certaine joie de vivre, qui a une certaine simplicité en lui. Ça fait beaucoup partie des critiques d'ailleurs. La plupart, dans les critiques positives, soulignent beaucoup sa sincérité et son honnêteté. Ouais, mais
on peut pas lui reprocher. Et Non. c'est ce qui fait que le film reste quand même... Genre, ça dure 2h30, c'est très long, c'est trop long, c'est pas un très bon film, comme on Mais l'explique. Mike Horn a pris des frites et une bière et il a regardé ça. Mais voilà, exactement. Bah écoute, tant mieux Mike Horn, t'as des meilleurs samedis que les miens. Mais Probablement plein de meilleurs jours que les Plein de tiens, vu meilleurs la vie de Mike Horn quand même. Hein. peut-être des pires aussi. Oui, il racontait que Inoxtag l'avait contacté pour l'aider et qu'il n'a pas pu lui répondre parce que genre pendant je sais plus combien de mois, il était coincé sur un bateau au milieu de la glace. Ouais, voilà. Bon, il a des pires samedis aussi que les nôtres. Mais et ça, on peut pas lui enlever. Et aussi, peut-être quelque chose que j'aurais à dire comme point positif, attention, que je n'ai pas entendu, c'est que moi, je trouve que la forme vlog, pour le coup, à certains moments, elle a des effets positifs. Je pense que c'est totalement pas voulu, mais c'est un résultat plutôt de la forme vlog. C'est le fait d'être à ce point collé au personnage, caméra à l'épaule, chercher la proximité. C'est qu'on a rarement vu la montagne comme ça à certains moments, quand il marche notamment. Et je trouve que ces plans-là ils ont presque une approche haptique, pour dire un mot un peu savant de la critique de cinéma, de la montagne, que moi j'ai rarement vu et que je trouve plutôt intéressant, mais c'est vraiment 1 ou 2 minutes sur les 2h30. Mais ce qui est dommage, encore une fois. Oui, et moi, la chose qui m'a réjouie dans ce que tu dis, et c'est peut-être bizarre, mais c'est de me dire que peut-être qu'il y avait un ami à Inoxtag qui a aussi appris tout ça parce qu'il a dû venir filmer avec lui sur toutes les montagnes. Et je me suis Ouais. dit, cool, c'est l'opportunité pour cette personne totalement invisible de devenir un méga alpiniste. C'est ça, mais c'est qu'en fait, finalement, ils sont très proches de la montagne et tout ça. Il y a un truc du Parce vlog. qu'il y a vraiment quelqu'un qui monte avec eux toutes qui les marche montagnes tout, qu'ils ouais. font. Quoi. Il y a toujours une caméra qui est proche d'Inoxtag. Exactement. Donc ça, moi, je trouve ça plutôt intéressant encore. Voilà. Merci Noxtag pour ça. Voilà. Dommage pour le reste, mais... Dommage pour le reste. Mais alors, ça, exceptionnel. Voilà, donc pour terminer, en fait, pour conclure là-dessus, le souci principal que j'ai, c'est qu'on a beaucoup parlé, certaines personnes ont quand même beaucoup parlé de la société du spectacle en parlant du film, parfois sans vraiment appliquer à la manière de Guy Debord ce que ça voulait dire, parce que c'est un terme qui est un peu rentré dans l'imaginaire collectif, comme le truc de Hannah Arendt, la banalité du mal, et on a un peu perdu de le sens. De Hannah Arendt. Mais pourtant, moi, je trouve qu'il y a quand même, pour le coup, c'est assez pertinent de parler de société du spectacle, qui est le fait de rentrer dans le monde de la marchandise, où tout est marchandise, dans la société du spectacle. C'est ça que en partie dit Guy Debord. Et notamment, il parle notamment des vedettes. Il y a un petit morceau, parce que c'est des fragments, sur le principe des vedettes, où justement, ça rejoint ce que peut-être le voyage du héros, et dit qu'en fait, les vedettes, c'est des gens qui vivent des fausses vies, et auxquelles nous, on doit aspirer. Donc c'est des vies qui sont complètement déconnectées du réel, et c'est parce qu'elles sont déconnectées du réel qu'elles sont des vedettes. Enfin, il y a un peu ce mouvement-là qui est présenté dans le livre. Et au final, le problème avec Kaizen, c'est qu'on le reçoit comme un produit. C'est-à-dire que, malgré tout, ça reste une pub Inoxtag, ou le produit, c'est Inoxtag. Et on a pu le défendre sur certains points, mais je pense que là où ça devient ça très clair, et peut-être problématique, c'est le fait qu'il a à ce point surfé sur la vague après la sortie du film. Oui, d'ailleurs, il encourage beaucoup à quitter les écrans, mais depuis la sortie du film, il y est beaucoup revenu aux écrans quand même. Hein. C'est ça. Et en fait, on ne peut pas, là, lui donner cette idée il a fait ça pour la pure expérience, pour le fait de se dépasser de soi. C'est qu'il a sorti son film. Ensuite, il a sorti sur YouTube, où il a fait des placements produits, où il a gagné de l'argent avec ça, où il y a de la pub dessus. Il est passé dans les grands médias. Il a sorti des vidéos après Il qui avaient des liens avec le film. C'est ça, une semaine avec les Sherpas à Paris, par exemple. Il est allé chez d'autres influenceurs où il a fait comment il s'est entraîné. Il a fait une vidéo de musculation sur l'entraînement sur l'Everest. Donc en fait, il surfe sur ça. Et finalement, malgré tout ce qu'on a dit sur potentiellement ce qu'Inoxtag est de gauche ou de droite, en fait, au final, qu'est-ce que c'est ? C'est un boutiquier qui est là pour vendre des choses. Et en fait, ce qu'il a à vendre, lui, c'est pas des t-shirts ou des protéines ou je ne sais quoi, c'est lui-même. Et c'est ce qu'on disait aussi sur quand il arrive au sommet de l'Everest, c'est-à-dire que le mec, il vient quand même de vivre une expérience que pas beaucoup de monde vont vivre dans le monde, et il nous fait un discours de développement personnel en arrivant au-dessus de l'Everest, où il parle justement de tout ça, de oui, il faut quitter les écrans, oui, il faut machin. Donc on a quand même là
le stade final de la marchandisation de soi, où quand on arrive au sommet de l'Everest, ce à quoi on pense, c'est le discours qu'on va mettre dans son film ou qui va nous faire gagner de l'argent et qui va nous mettre en publicité derrière. Parce qu'il Donc, fonctionne très bien avec ta phrase, finalement, qu'il monte l'Everest parce qu'il se filme. Du coup, quand il arrive en haut de l'Everest, bah, il doit se filmer. c'est ça, et là, on a vraiment un stade d'aliénation quand même assez fort de la part d'Inoxtag. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est d'autant plus dommage qu'avec un vrai regard extérieur, d'un vrai documentariste qui a réfléchi de façon conséquente à une esthétique capable de capter un influenceur, parce que on n'a pas encore eu beaucoup de documentaires sur des influenceurs vraiment bons, alors que ce sont vraiment des créatures, pour le coup, très intéressantes et qui méritent d'être captées dans leur complexité. Et je pense qu'Inoxtag, c'est un être qui est beaucoup plus complexe que ce qu'il apparaît dans le film. Un des trucs que dit Nicolas Framont, c'est par exemple que certes, il y a eu, après, tu disais, les alpinistes qui l'ont rejeté, il y a eu quand même un gros mouvement de rejet, en fait, de la part de beaucoup de gens sur Inoxtag, sur le fait qu'il ait fait ça. Et parce que Nicolas Framont dit, Inoxtag, c'est pas un bourgeois. C'est quelqu'un qui est riche, effectivement, mais il n'a pas le capital social ni le capital culturel. D'ailleurs, on peut aussi noter le fait que son père a immigré en France. Il est franco-algérien, Inoxtag. Et moi, je regardais une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Histoire Crépue, qui est une chaîne décoloniale. Et il disait, ouais, bah, moi, quand je regarde l'alpinisme, je trouve que c'est un truc de blanc. Et c'était quand même la première fois que je voyais une personne non blanche se filmer pour essayer de faire ça. Exact. Bah, par exemple, oui. Moi, je voulais plutôt aller dans le sens où il y a eu du rejet de sa part et de la bourgeoisie, en fait. Il y a eu aussi une forme de bourgeoisie, de rejet de la bourgeoisie. Parce Et que puis, la bourgeoisie, c'est que pour elle, les petits plaisirs de l'alpinisme. Hein, exactement. voilà. Donc, quand on voit des alpinistes qui le rejettent ou d'autres gens qui disent ah mais c'est pas du vrai fort machin, faut pas oublier non plus qu'il y a une forme de rejet parce que Inoxtag n'est pas bourgeois, parce que peut-être qu'il n'a pas gagné son argent comme nous on a gagné, il n'a pas hérité, hein. Et puis bon, si on est comme Ouriad Boutelja, nous on est pour l'égalité des bourgeois. Absolument. Et notamment si, comme tu le dis, bah, c'est aussi peut-être empreint d'un certain racisme intégré ou bah voilà. Même si Inoxtag, comme je pense que c'est dans l'histoire crépue qui parle de passing blanc, Oui. à un passing blanc, bah, à un certain niveau, il n'est pas blanc, notamment lorsqu'il s'agit de l'intégrer dans la bourgeoisie. Voilà, par exemple. Et que les privilégiés qui critiquent les privilégiés, bah, c'est ça, comme tu dis. Ça n'est pas une égalité entre les bourgeois, donc on vous encourage, bourgeois. Oui, et pour finir aussi sur cette idée que tu disais que l'alpinisme c'est un truc de blanc, Nicolas Framont en parle très bien. Il dit qu'il y a plusieurs formes d'alpinisme. Il y a l'alpinisme bourgeois, où effectivement le grimpeur est celui qui grimpe et qui arrive en haut. Et il y a aussi, il parle d'un livre qui parle de l'alpinisme et de la CGT, si je me souviens bien, où il dit qu'il y a aussi toute une pratique syndicale de l'alpinisme comme un travail de groupe qui est pensé aussi comme un travail de groupe. Mais pour être honnête, je ne pense pas qu'Inoxtag s'inspire de l'alpinisme syndicaliste. Et le fait qu'il ait choisi de faire l'alpinisme, c'est aussi que c'est quelque chose qui est énormément valorisé par la bourgeoisie. C'est que certes, il y a un truc d'imaginaire collectif qu'on veut tous monter l'Everest peut-être un jour. C'est le face-à-face avec la nature. Il y a tout ça, mais on le voit très bien avec toutes les entrevues qu'il a eues chez Léa Salamé, par exemple, comme tu le disais, qu'il y a une validation de la bourgeoisie tout de suite. Parce qu'il monte l'Everest, parce qu'il a fait un truc que nous, bourgeois, nous valorisons, que nous, bourgeois, nous faisons habituellement, nous allons le valoriser. Avoir des millions de vues sur YouTube en jouant à Minecraft, c'est pas valorisé par la bourgeoisie. Monter l'Everest, ça c'est valorisé. Donc maintenant, tu as le droit à ton émission dans France Inter. Non mais il faut, parce qu'il y a ça aussi qui est au travail là-dedans, et il faut pas l'oublier. Mais je pense que d'un côté, c'est très intéressant ce que dit Nicolas Framont sur l'alpinisme syndical, mais il faut pas oublier que chez Inoxtag, ça vient pas de nulle part. Ça vient aussi d'un imaginaire bourgeois qui l'a reconduit. Et je sais pas, c'est là encore une fois où le film n'est pas bon, parce que moi j'aurais adoré savoir ce rapport qu'a Inoxtag à la bourgeoisie, ce rapport qu'a Inoxtag à la respectabilité, à vouloir le fait d'avoir une ascension sociale, culturelle au sein de la bourgeoisie. Pourquoi il a fait ça ? Et ça, on n'y a pas du tout accès dans le film, et ça, c'est bien dommage. Moi, j'aimerais terminer en te demandant, c'est quoi ton Everest, Alexandre ?
la grosse poutine de chez Claudette. Ah ouais, ah bon. Bon, ça va, on va l'atteindre facilement. Je l'atteins souvent. Oh, bah, c'est bon. Là, On fera un documentaire de 2 heures dessus, ce sera je sais sympa. pas, pour de vrai, l'Everest. Pour La de- Dandoche. La C'est zone. la Dandoche. Pour ceux qui viennent de Haute-Savoie. Oh, bah, ça aussi, on peut facilement en faire un petit documentaire Ouais, c'est avec bon, nos ça, iPhones. l'année prochaine, c'est fait. Et pas besoin d'un an. Hein, c'est ça qui est bien en plus avec la Dandoche. Pratique, pratique. Bon, bah, on se retrouve peut-être dans moins d'un mois. Peut-être. Attends, c'est comme avant l'été, on avait promis qu'on ne s'arrêtait pas pendant l'été. Ouais, ouais. On va arrêter d'annoncer des trucs. Ouais, parce mais qu'après, là, on il les y a respecte pas. peut-être des petites surprises qui s'en viennent. On verra. On verra. C'est ton mot de fin? On verra. On verra. Salut Alexandre. Au revoir. Un petit peu avant 11h, ce matin, rendu en haut de la montée, j'ai le ventre, mec, qui ballonne. Je suis sûr que je vais me chier dans les culottes, mec. Je fais 5 pas, je me repose 10 secondes. Après, je fais 5 pas, je passe proche de me chier dessus, mec. T'as réussi à pas chier alors que t'avais la chaise. J'arrive ici, le mec me sert un thé, je bois le thé. Je finis le thé, mec, je sors de la tente. Mec, je leur dis emergency, I need toilet, I need toilet. Je vais te les rendre. Emergency toilet. Mec, il me pointe la petite tente qui vient de monter là, la toilette. C'est les toilettes? Mais ça, c'est pour pisser, non? Y a pas de Mec, truc. je rentre là-dedans, mec. Je m'installe, je mets les pantalons aux genoux, mec. Mais tu vois, je suis comme ça et pas assez par en bas, mec. Et là, Il a mec. chié sur le caillou! Il a Mec. chié sur le caillou! Non, là, ça sort, mec. Tu t'es chié dessus! La bombe, mec. La tente. On se dit merde. Mec, j'ai tué la tente. La tente, les mecs, ont fini de l'installer. J'arrive au basket, ils finissent d'installer, tu vois. Ils mettent les cordes. Je tue la tente. 5 minutes après l'avoir installé. Mec, après, mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis resté 1 heure là-dedans, mec. À tout nettoyer, mec. Non, c'est trop grave. Je l'histoire. l'imagine dans Mec. son nettoyer sa mère.